Donc Antoine Thier, directeur du pôle relations investisseurs chez Homunity. Pour les derniers arrivants, donc le sujet est le suivant: comment investir dans l'immobilier en période d'inflation. Je vous propose qu'on prenne 20-25 minutes pour aborder effectivement ce sujet, et on finira, comme l'a évoqué Dimitri, avec des questions-réponses. Avant toute chose, et très rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Homunity.com, qui sommes-nous? Nous sommes une plateforme qui a été créée en 2014 et nous proposons à tout épargnant français de pouvoir investir dans l'immobilier, et ce, dès 1 000 euros, et de le faire intégralement de manière digitalisée. Aujourd'hui, on va aborder deux thématiques d'investissement. Je vais commencer avec la partie crowdfunding immobilier, que certains d'entre vous connaissent. En quelques chiffres, qu'est-ce que le crowdfunding immobilier et surtout où est-ce que nous en sommes arrivés aujourd'hui? Homunity, c'est à date plus de 590 millions d'euros collectés sur la plateforme depuis la création de la structure en 2014. On a financé à ce jour 500 projets et nous finançons 160 promoteurs immobiliers, et ce, effectivement, depuis une petite dizaine d'années. SCPI, Dimitri, tu donnais quelques chiffres sur la partie SCPI. En ce qui concerne le pôle SCPI, donc l'entité a été créée pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte en septembre 2020 au travers d'une société jumelle qui s'appelle donc Homunity Patrimoine. L'idée est très simple, c'était d'accompagner le fort développement permis grâce à l'équipe d'Antoine sur la question du financement participatif, donc on appelle en anglais le crowdfunding, avec des solutions de placement un petit peu complémentaires et surtout différenciantes. Je pense ici notamment au sujet de l'investissement sur le long terme. C'est-à-dire que la SCPI est un produit d'investissement plutôt sur le long terme. Et c'est vrai que la force du modèle chez Homunity, c'est qu'on a une sélection d'audits qui nous permet d'avoir un nombre restreint d'SCPI, c'est-à-dire ici 11, qui sont disponibles à l'investissement pour chacun d'entre vous. On a eu la chance, depuis la création du pôle, bientôt 3 ans d'ailleurs, d'accompagner à peu près 1000 personnes sur cette solution d'investissement pour une collecte aujourd'hui à date supérieure à 20 millions d'euros, puisque ce sont des chiffres arrêtés au 31 décembre de l'année passée. Donc, sans plus attendre, je vous propose si c'est bon pour toi, Antoine, qu'on rentre dans le vif du sujet de cette présentation. Donc, je vous présente un petit peu le plan de cette session, donc avec un premier grand thème qu'Antoine et moi allons vous partager avec l'immobilier face à l'inflation. Une première partie sur quels impacts pour les épargnants, une seconde partie sur comment réagit l'immobilier en France face à l'inflation. Un deuxième grand thème qui est souvent plébiscité, ce sont des cas pratiques, puisque c'est vrai que c'est toujours intéressant de comprendre les rouages des webinars que nous présentons. Néanmoins, l'application va parler à un plus grand nombre. Donc, ce sera l'objet du second grand volet. Et enfin, la troisième partie, un jeu de questions-réponses où Antoine et moi, comme il l'a indiqué, prendrons quelques minutes pour tâcher d'apporter des lumières complémentaires à vos questions. Donc, je vais commencer par prendre la main donc, sur la première partie avec l'immobilier et l'inflation. Alors, sur cette première slide, et c'est vrai qu'on a souhaité tous les deux commencer par là, c'est de commencer par vous montrer un petit peu quel était l'historique de l'inflation sur les 30 dernières années, parce qu'il est important d'avoir parfois du recul sur les événements, chose qui n'est pas toujours aisée quand on parle d'investissement. Et en fait, on constate qu'aujourd'hui, à date, avec un chiffre très récent, c'est qu'en février 2023, le niveau de l'inflation était de 5,3%. 5,6 excusez-moi, pour la France, d'après la BCE étant la Banque Centrale Européenne qui est dirigée par Madame Christine Lagarde. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que sur les 30 dernières années, effectivement, le taux actuel de l'inflation est clairement dans le haut de la fourchette, puisque le sommet avait été atteint en 91 à peu près à 3%. Aujourd'hui, on est à 5,6, sachant qu'il y a 2-3 mois, on était à 6,2%. Ce qui est intéressant sur cette slide, et pour faire également un point d'actualité sur l'inflation chez nous, c'est qu'on a aujourd'hui un effet de seuil de plateau, ce qu'on appelle, sur lequel on commence à arriver, et d'ailleurs sur lequel Bruno Le Maire a communiqué il y a quelques jours, donc sujet très très intéressant, à savoir que l'inflation arrive, en tout cas c'est ce qui est calculé, c'est ce qui est prévu, à une sorte d'effet de plateau, comme je le disais, c'est-à-dire qu'un effet de plateau, c'est très simple, c'est en fait une sorte d'amorce en haut de l'échelle du niveau de l'inflation. On peut également d'ailleurs avoir ce parallèle avec les taux d'intérêt, mais on en parlera un petit peu plus loin. Je tiens à préciser
que la norme, pour peut-être certains d'entre vous le savent, au sein de l'espace européen, c'est d'avoir une inflation maîtrisée à 2%. C'est ce que vous avez d'indiqué en dessous du 5,6%. Et donc, quand ce niveau aura réatteint ces niveaux-là, on sera dans un niveau acceptable d'inflation. Je pense que c'est important pour chacun d'entre vous et même pour nous en tant que professionnels de l'investissement aussi de redéfinir ce que c'est l'inflation. Parce que c'est un mot qu'on utilise régulièrement, surtout depuis un peu plus d'un an, et sur lequel il est important un petit peu de redéfinir sur ce que c'est et sa définition. L'inflation, ce n'est ni plus ni moins qu'une hausse durable des prix hors tabac, je tiens à le préciser, qui se calcule sur une année et qui permet en fait d'indiquer une perte de pouvoir d'achat de la monnaie et par conséquent, comme c'est indiqué, une augmentation générale des prix. C'est un indicateur qui se calcule sur une année glissante, c'est-à-dire, comme c'est mis sur cette slide, de février 2022 à février 2023. Et c'est un indicateur qui nous permet de connaître l'évolution favorable ou défavorable des prix, ce qui impacte donc directement ce qu'on pourrait appeler communément le panier moyen et du coup le reste à vivre. Mais ce sont des notions qu'on abordera dans quelques instants. Et second point important, elle frappe l'économie dans son ensemble, mais également l'épargne, c'est-à-dire que la phrase est pleine de sens, elle frappe l'économie dans son ensemble. Certains d'entre vous qui participent à ce webinaire sont peut-être chefs d'entreprise, sont peut-être aussi des indépendants ou que sais-je, et c'est vrai que peut-être certains d'entre vous, de par votre activité professionnelle, vous êtes impacté par cette augmentation des prix, que ce soit sur les commandes de fournitures, que ce soit sur le paiement des charges, etc. Et bien évidemment, en tant qu'épargnant, vous avez pour certains des comptes surlivrés qui sont parfois un petit peu remplis, parfois beaucoup, parfois pleins. Et on va voir sur la slide d'après que avoir ces comptes pleins, je parle des comptes qu'on appelle de livret, type livret A, merci Antoine, et le LDDS, le livret de développement durable, n'est pas forcément significatif en termes d'enrichissement, puisqu'il faut savoir bien investir son épargne. Donc, je passe à cette seconde slide, excusez-moi, qui est donc intitulée Les impacts de l'inflation sur les épargnants. Ça rejoint, et merci Antoine, justement le point que j'évoquais juste avant, c'est-à-dire que je fais un petit focus sur le graphique que vous avez à gauche. En rouge, on voit effectivement qu'une épargne de 10 000 euros, par exemple, qui serait positionnée sur un livret A ou par exemple un LDDS, que certains d'entre vous ont probablement, un livret de développement durable et solidaire, n'est pas forcément gage d'enrichissement malgré une hausse récente des niveaux de rendement. Des niveaux de rendement qui par ailleurs sont à la fois brut et net de fiscalité. Et vous voyez qu'avec Antoine, on a fait un petit exercice là-dessus, c'est de se projeter sur une vingtaine d'années, de voir avec, je le précise, le niveau d'inflation actuel, quelles seraient les pertes sur ce type de montage. Et vous voyez qu'en l'espace de 20 ans, la valeur intrinsèque de vos 10 000 euros serait réduite, j'arrondis les chiffres si vous me permettez, à peu près 3 000 euros. Ce qui est quand même extrêmement significatif et ce qui correspond à une perte des 2/3 de la valeur de votre épargne. Donc concrètement, avec le taux d'inflation actuel, on estime que 10 000 euros sur un compte ne vaudront plus que 3 000 euros dans 20 ans. Je passe rapidement sur les 3 petits points que vous avez à droite. Donc, ce type de perspective, ça pénalise votre épargne, puisque comme ça a déjà été dit, vous avez une perte de la valeur des sommes épargnées. Sur des comptes de livret qui sont rémunérateurs, je vous laisse imaginer sur des comptes courants qui ne rémunèrent pas la perte de la valeur de votre argent. Une hausse du coût des financements auprès des banques, c'est un grand sujet qu'Antoine et moi allons développer. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, quand on avait des taux d'emprunt qui étaient sensiblement entre 20 et 25 ans à aller 1,5 à 2,2%, aujourd'hui, on est plutôt sur des tendances entre 4,5, parfois même à 5,5. Une de nos offres, d'ailleurs, a atteint ce plancher demain. Et enfin, un très fort effet sur les placements faiblement rémunérés, c'est ce qui a été dit, un taux de rendement strictement inférieur à l'inflation. Si l'inflation est à 5,6%, il vous faut une rémunération, du moins pour ne pas perdre à très court terme la valeur de votre épargne, au moins égale à ce chiffre-là. Voilà, j'espère avoir été clair. Je laisse tout de suite la parole à Antoine. Merci Dimitri. Voilà, je pense qu'on l'a compris.
l'important, et il faut agir de manière assez vive et rapide, il faut optimiser son allocation patrimoniale et vraiment réaliser des ajustements dans vos placements. Conserver des liquidités sur des livrets A, sur des fonds euros qui sont rémunérateurs, mais en dessous de ce niveau d'inflation, peut effectivement avoir un impact pour vous, épargnants, et sur votre patrimoine. Avant effectivement qu'on rentre dans le détail des cas pratiques qu'on a préparés avec Dimitri, on souhaitait faire un focus sur l'immobilier. Concrètement, comment l'immobilier va réagir face à ce contexte inflationniste. Alors déjà, il est important de revenir aux origines de cette inflation. On a eu des goulets d'étranglement post-Covid-19 avec une reprise finalement assez forte de l'économie en France, dans le monde. Plus récemment, la Chine a ouvert ses frontières et donc ça vient ajouter finalement des demandes auprès des industries. Et vu qu'on a vécu finalement sous cloche pendant quasiment 2 ans, il y a un retard au niveau de la production, il y a une retard au niveau de différents services, et donc ça crée un déséquilibre entre l'offre et la demande, et ça vient créer de l'inflation. On a également, en février 2022, retrouvé finalement malheureusement la guerre sur l'Europe, et l'impact de la guerre en Ukraine a provoqué notamment une crise énergétique qui ont elles-mêmes créé des emballements sur la hausse des matières premières et la hausse des énergies pétrole ou gaz. Donc finalement, mis bout à bout, ces différents facteurs qui sont en dehors du marché, ce qu'on appelle des chocs exogènes, sont venus créer de l'inflation, et nos économistes, les banques centrales en avaient effectivement plus l'habitude depuis un certain moment. Alors, l'immobilier dans ce contexte-là, comment est-ce qu'il va réagir et est-ce que l'inflation est bonne ou non pour l'immobilier? Une réponse en 2 temps. Dans un premier temps, l'inflation a un effet bénéfique pour l'immobilier. On va venir pouvoir revaloriser les loyers. C'est également un vecteur de croissance des prix dans certains cas. Mais également, il y a des facteurs d'attention et qu'il va falloir effectivement surveiller, à savoir les taux d'emprunt, le pouvoir d'achat et la confiance des ménages qui peut être impacté. Alors, on a fait un focus, et Dimitri vient d'en parler, sur la hausse des taux d'intérêt. On peut voir à l'écran, et les médias en parlent beaucoup, effectivement, cette hausse assez spectaculaire des taux d'intérêt, notamment au niveau des emprunts. Nous, ce qu'on préconise, et une de nos convictions, c'est vraiment toujours prendre du recul sur les événements. Il ne faut pas surréagir, il faut effectivement poser le stylo, se rappeler finalement quels étaient les taux immobiliers il y a de ça 20 ans. Et finalement, quand on dézoome un petit peu sur la photo, on voit qu'on a traversé entre janvier 2020 et janvier 2022 une période où les taux étaient anormalement bas. Et effectivement, il y avait une baisse des rendements. La BCE a baissé ses taux, et donc on a pu emprunter facilement beaucoup de fonds. Pour autant, dans les périodes précédentes, on voit qu'on était sur des taux normaux, des taux qui ont oscillé entre 4 à 2%. Et donc, nous, ce qu'on anticipe, c'est que à court, moyen terme, ces taux vont revenir effectivement sur cette base de 2 à 4%, qui sont des taux normaux d'emprunt, en tout cas dans un système économique, et une stabilité économique également pour le paysage français. Alors, si on commence déjà par les facteurs à suivre, quels sont les points d'attention de l'inflation par rapport à l'immobilier? Il y en a 2 principaux. On l'a vu à l'instant, c'est la hausse des taux d'intérêt. Et forcément, en économie, lorsqu'on a ces hausses de taux d'intérêt, elles sont induites par des politiques de la BCE qui souhaitent effectivement calmer l'inflation. On calme l'inflation en haussant les taux. Et effectivement, ça permet de stabiliser l'inflation et de retrouver des normes à hauteur de 2%. Toutefois, au niveau de l'immobilier, quel est l'impact? L'impact, il est finalement assez simple à comprendre. Lorsqu'on a des primo-accédants, ou lorsqu'on a une personne qui souhaite s'endetter pour acheter de l'immobilier, avec un budget constant entre 2020 et 2023, ce budget se voit vraiment réduire avec un apport similaire. Et ça, c'est dû au coût du crédit qui va augmenter. Qui dit hausse du coût du crédit dit effectivement un impact au niveau de la demande. Et ça, on va le voir juste après. Donc, c'est vraiment un des premiers points d'attention, c'est jusqu'où vous montez les taux. Nos convictions chez Monetis, c'est que les taux ne vont pas dépasser 4%. Ils vont revenir ensuite à une norme. Mais en tout cas, c'est un premier point d'attention sur le sujet de l'inflation et de l'immobilier. Enfin, deuxième point d'attention, c'est, corrélé à ce que je viens de dire, c'est vraiment l'inflation peut venir freiner la demande. Pourquoi? De manière assez simple également, soit les salaires vont venir suivre l'inflation, et ça, ce n'est pas toujours le cas. Si ce n'est pas le cas, effectivement, le coût de la vie va coûter beaucoup plus cher. Et donc là, on peut avoir un impact
au niveau des consommateurs sur ce qu'on appelle le reste à vivre, puisqu'effectivement l'énergie va coûter plus cher, les matières premières vont coûter plus cher, les courses communes vont coûter également plus cher. Et donc le reste à vivre est un élément que vont regarder les banques et qui peuvent également impacter l'octroi de crédit et par voie de conséquence, effectivement, la demande immobilière. Pour autant, comme on l'a évoqué juste avant, il y a un fait, le fait de l'inflation. Il faut poser le silo, il faut rester à des moments aussi réalistes mais positifs. Il ne faut pas tout jeter. L'inflation a des effets bénéfiques sur l'immobilier. Tout d'abord, et en France, il faut vraiment se rappeler un point qui est assez important, c'est la structure du marché de l'immobilier en France, notamment sur le résidentiel. En France, vous avez assez peu de logements, et encore moins actuellement. Les promoteurs immobiliers sont moins enclins à développer de nouvelles opérations immobilières. Donc, on a une faible construction de logements neufs, une offre qui va vraiment décliner. En face, vous avez une dynamique qui reste toujours bonne au niveau de la demande. Elle n'est plus exponentielle comme avant. Elle est forcément grévée par le sujet des différents taux, mais on a une dynamique démographique qui est toujours en croissance. On a des nouveaux usages de l'immobilier, des familles monoparentales, des colocations, finalement qui vont créer un peu plus de demande. Donc nous, en tout cas, ce qu'on anticipe avec Community à moyen terme et plutôt aussi à court terme, c'est du fait de cette offre qui reste inerte, du fait d'une demande qui ne va pas forcément baisser et drastiquement chuter, donc qui va plutôt être stagnante, on va rester sur une stabilisation des prix. Et donc ça, c'est un premier point qui est assez important. Deuxième point et deuxième effet de l'inflation sur l'immobilier et qui concerne principalement les CPI, c'est l'IRL. Par cet acronyme un petit peu barbare, on parle d'indice de référence des loyers. Et donc, l'indice de référence des loyers permet de refléter pour un propriétaire bailleur auprès de son locataire un niveau d'inflation au niveau de ses loyers. Alors effectivement, ça fonctionne principalement au niveau des bureaux et des commerces, et ce qui va permettre pour le propriétaire de venir hausser ses loyers, et du coup hausser son rendement sur son actif, donc davantage de loyers, davantage de rendement, et donc c'est un deuxième effet, en tout cas bénéfique pour l'immobilier. En somme, qu'est-ce qu'il faut effectivement retenir de tout ça? C'est que l'immobilier est une classe d'actifs qui a une certaine résilience face à l'inflation. Et ça, c'est vraiment le point important. Il y a des sujets qu'on doit surveiller. À notre niveau, on s'attend à des baisses de transactions. On s'attend effectivement aussi à un ralentissement des prix sur 2023. Toutefois, on ne s'attend pas à un effondrement total de l'immobilier pour plusieurs raisons. Les actifs qui seront les mieux placés, qui auront les meilleures étiquettes thermiques, eux sont susceptibles effectivement de voir leur prix stagner. En revanche, il y a effectivement des baisses qui sont attendues sur des actifs qui sont mal placés, sur des passoires thermiques. Et donc là, il faut prendre un peu de recul et se dire finalement que ça peut être aussi des opportunités d'achat. Et on peut en reparler en tout cas sur le marché de l'ancien. Dimitri, je te laisse la parole pour le cas pratique. Merci Antoine. Alors, sur le second grand thème, donc nous avons avec Antoine préparé un cas assez classique, c'est-à-dire un couple marié de 45 ans avec 2 enfants, propriétaires d'un logement d'une valeur de 350 000 euros et qui bénéficie d'une épargne répartie comme suit, ce qui est quelque chose d'assez classique, assez traditionnel qu'on rencontre dans nos activités respectives chez Homunity.com, c'est-à-dire une personne, un foyer, qui détient 150 000 euros de patrimoine avec la répartition suivante. Une allocation concernant l'assurance vie à hauteur de 110 000 euros et des comptes type livret A avec 40 000 euros. Ce qui est important, avant qu'on passe au cas pratique concrètement, c'est de voir déjà la répartition que vous avez en bas à gauche, c'est-à-dire résidence principale qui représente 70% du patrimoine, l'assurance vie 20% et les livrets à peu près 10%. À droite, et c'est intéressant pour un petit peu faire la jonction avec ce qui avait été dit par Antoine, c'est d'avoir cette pyramide qui, dans un contexte hors inflation, est quelque chose effectivement qui peut avoir du sens, mais qui, dans le contexte actuel, est quelque chose plutôt à proscrire. On entend par là que le socle de la résidence principale, pour les personnes en tout cas qui sont propriétaires ou qui souhaitent accéder à la propriété, est forcément quelque chose
on va dire, qui n'est pas tant négociable que ça. C'est-à-dire que pouvoir avoir un toit sur sa tête et surtout le payer, en être propriétaire, fait partie non pas des besoins primaires, mais peut-être des besoins secondaires. En deuxième, les comptes d'épargne surlivrés. Vous allez voir dans quelques instants qu'il y a des règles et que avoir ces comptes pleins, ce n'est pas forcément synonyme d'une bonne gestion de son patrimoine. Et enfin, des véhicules d'investissement un peu plus diversifiés. Ici, on a pris le cas avec Antoine du sujet de l'assurance vie. On aurait pu prendre d'autres solutions de placement, mais l'assurance vie étant par extension un véhicule qui parle à chacun d'entre vous. Hein. Je rappelle, et d'ailleurs on se faisait la remarque avec Antoine, que l'assurance vie représente un peu plus de 1000 milliards d'euros. Hein. Je crois que c'est même un peu plus de 1300 milliards d'euros sur les comptes du coup des Français, ce qui est énorme. Hein. À titre de comparaison, le PIB de la France, c'est 2,3 milliards d'euros. Hein. Donc on est vraiment sur quelque chose de très conséquent. Et bien à la suite de ça, nous on vous propose la première répartition qui est la suivante. Donc déjà, c'est organiser votre patrimoine avec une poche sécuritaire. Une poche sécuritaire, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle d'une autre façon une épargne de précaution, madame, monsieur. C'est-à-dire avoir globalement un trimestre, un quadrimestre, c'est-à-dire 3-4 mois de votre salaire de disponible. C'est-à-dire concrètement, quelqu'un qui gagnerait, j'en sais rien, par exemple au sein d'un foyer, 3 000 euros, d'avoir du coup à peu près 9-10 000 euros de disponible pour des imprévus type, j'en sais rien, changer une chaudière, acheter un nouveau véhicule, bref, mille et une raisons qui doivent parler à chacun d'entre nous peuvent nécessiter cette épargne. Donc, 3 mois de disponibilité, c'est-à-dire pouvoir y puiser immédiatement, sont une bonne stratégie patrimoniale. En ce qui concerne le sujet de l'assurance vie, c'est le point que vous avez juste en dessous. C'est vrai que sur ces solutions de placement et aussi de par l'évolution du rendement du fonds euro, je rappelle que l'assurance vie se décompose en 2 volets. Un volet assurantiel, donc on appelle plutôt le fonds euro, qui sont globalement des obligations d'État, mais pas que, qui sont des fonds sécurisés, et ce qu'on appelle des unités de compte avec des valeurs boursières, des SCPI par ailleurs, et d'autres d'ailleurs solutions de placement sont des unités plus risquées. Nous, on préconise après concertation avec Antoine, d'avoir dans ce cas de pratique-là à peu près 20 000 euros sur cette enveloppe. Le but étant effectivement de conserver l'antériorité du véhicule fiscal et non pas de le clôturer, excusez-moi, ce qui n'aurait bien évidemment aucun sens. Ce qui nous laisse donc un excédent de 75 000 euros à répartir chez Homunity.com par exemple entre différentes solutions de placement que seraient la SCPI et le financement participatif. Donc, en ce qui me concerne, puisque pour rappel, je vois qu'on est un peu plus maintenant qu'au début de ce webinaire. Donc, moi, à titre de rappel, je suis le responsable du pôle SCPI. Donc, je vais parler sur la partie SCPI et Antoine terminera ce webinaire, en tout cas sur la partie présentation, sur la partie financement participatif. Qu'est-ce que la SCPI? Vraiment en une phrase, la SCPI, ce sont ni plus ni moins que des sociétés dont l'objet statutaire, c'est d'acheter et de gérer un parc immobilier. Vous, madame, messieurs, en tant qu'investisseur, vous achetez des parts de cet ensemble en contrepartie de quoi vous bénéficiez de rendements, des rendements qui sont versés trimestriellement. Je rappelle que l'investissement immobilier est un placement de long terme, qu'il faut le conserver, du moins c'est une recommandation à minima 7 ou 8 ans, et que comme toute solution de placement, ni le rendement ni le capital ne sont garantis. En dessous, vous avez une proposition d'investissement sur la base de véhicules que nous proposons, et que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre plateforme, qui se décompose de la façon suivante. Activimo, un véhicule d'investissement qui a 5,5% de rendement. On a utilisé une revalorisation moyenne du marché à 1,15% pour rester sur quelque chose de très neutre. Hein. C'est une SCPI qui investit globalement en région et sur l'univers de la logistique. Capital investi sur ce produit, 10 000 euros. Capital à 10 ans, sur la base d'une revalorisation de 1,15%, ça vous ferait 11 150 euros quand les loyers vous rapporteraient, j'arrondis si vous me permettez, 9 800 euros. Soit un capital à terme hors fiscalité, je le précise, et hors frais de souscription, c'est important de le rappeler,
Et vous voyez qu'il y a un petit astérisque à cet effet de, j'arrondis là encore, 21 000 euros. Si on y additionne un investissement, d'ailleurs dans la dernière venue de cœur de région dans l'offre SCPI, qui est une SCPI plutôt diversifiée, c'est-à-dire immobilier d'entreprise globalement en région, avec une performance de 6,4%, une revalorisation moyenne de 1,15 pour un capital investi de 20 000 euros, vous bénéficieriez d'un capital à un horizon de 10 ans d'à peu près 22 000 euros et des loyers distribués sur 10 ans, je le rappelle, de façon trimestrielle, madame, messieurs, d'à peu près 45 000 euros. Et enfin, Antoine en a parlé, j'en ai parlé, et c'est le conseil et la logique que nous portons chez Homunity.com. C'est une souci de diversification, tant sur les classes d'actifs que sur la sectorisation et l'activité sectorielle des produits. C'est enfin de partir sur une activité dite de santé avec Pierre Val Santé, qui est un fonds, juste pour la petite anecdote, de plus de 2,5 milliards d'euros de capitalisation, qui rémunère 5,35% de rendement. Bon, là, on a arrondi à 5,4%. Revalorisation à 1,15%. Performance globale 7,4%. Alors, pour le coup, la diversification ici est présente puisque ce véhicule investit plutôt en région. Sur la santé, j'en ai parlé. Montant investi 20 000 euros. Capital à 10 ans sur la base de la même rémunération de marché, 22 000 euros. Loyer 19 000, soit un total brut, je le redis encore une fois, d'à peu près 41 700 euros. Ce qui nous ferait, sur la base de ces hypothèses à la fois prudentes d'une revalorisation moyenne du marché à 1,15% et des rendements 2022, je rappelle que les performances passées ne présagent pas des performances futures, pour une enveloppe d'investissement de 50 000 euros, un capital hors fiscalité et hors frais de souscription, je le redis encore, d'à peu près 108 000 euros à terme sur 10 ans. Et enfin, pour terminer, avant que je laisse la parole à Antoine, dans le cadre de ce couple, le couple, va bénéficier d'une rémunération en toute logique supérieure au taux en vigueur sur les comptes de livret, type A par exemple, comme on l'a indiqué. Et d'un point de vue fiscal, on va bénéficier d'un allègement de la fiscalité, puisque notamment par l'intermédiaire de Pierre Val Santé, vous avez une imposition sur le revenu réduite d'à peu près une dizaine de points, mais n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous et à nous écrire. Vous aurez nos contacts mail d'ailleurs à cet effet pour qu'on vous en dise un peu plus. Et surtout, avoir une exonération totale des prélèvements sociaux sur des revenus de source européenne. Voilà, j'espère que ça a été très clair pour cette partie-là. Sans plus attendre, je laisse Antoine reprendre la main. Merci Dimitri. Dans l'allocation et la troisième préconisation qu'on peut faire à ce couple, et effectivement on image des choses, un couple qui a 45 ans, c'est d'aller chercher un peu plus de dynamisme avec le crowdfunding immobilier. Pour les personnes qui ne sont pas connaisseuses, on va dire, du crowdfunding immobilier, en deux mots, qu'est-ce que c'est? Le crowdfunding immobilier revient à financer des projets immobiliers. Donc, on fait rencontrer un promoteur immobilier qui a un projet immobilier qui veut financer ses fonds propres avec des investisseurs, personnes physiques, personnes morales, qui, elles, vont souscrire à ces projets sur des maturités relativement court terme. Donc, contrairement à la SCPI qui a une vision plutôt long terme, le crowdfunding immobilier va plutôt servir des intérêts des personnes qui ont envie d'investir sur une temporalité relativement courte, comprise entre 12 et 24 mois, et également pour aller chercher des rendements dynamiques compris entre 7 à 10% de manière annuelle. L'intérêt derrière est pour le promoteur finalement de venir en complément des banques, financer ses fonds propres afin qu'il puisse développer son projet immobilier. La première règle qu'on va donner en tout cas sur cette troisième préconisation, pour rappel, le couple, on a 50 000 euros qui ont été investis sur les conseils de Dimitri sur différentes SCPI. Les 25 000 euros restants, on va appliquer la même règle qui est la partie diversification et de sélectionner plusieurs projets d'investissement. Il y a un adage assez connu qui est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On l'applique également pour le crowdfunding immobilier. L'investissement se réalise sans frais et donc il ne vous coûte pas plus cher de faire 5 investissements à 5 000 euros plutôt que de mettre tout sur un seul et même projet. Donc, on a modélisé finalement à horizon 30 mois le portefeuille de ce couple qui investit sur 5 projets différents
porter sur 5 promoteurs complètement différents. On va chercher de la diversification également au niveau des emplacements. Ça peut être Paris, Lyon, région parisienne, également en montagne et dans le sud. On va également pouvoir se diversifier en termes de typologie, et ça c'est un point qui est assez important, faire tant de la promotion de logement, aller effectivement accompagner la construction d'un campus pour une école secondaire, mais également peut-être investir sur la promotion résidence-service senior. Bref, l'intérêt et la projection de ce portefeuille nous amène finalement aux chiffres suivants. Dans le cadre où le couple investit cette somme sur les projets qu'on présente, à terme, donc à horizon 30 mois, sans compter le réinvestissement, et on évoque ces chiffres-là bruts de fiscalité, 25 000 euros investis ressortent sur 30 000 euros, 25 euros capital et intérêt brut. Comme à chaque fois et comme tout investissement, le crowdfunding immobilier n'est pas la solution miracle. Il existe une quote-part de risque et donc il est important d'avoir une version très holistique en tout cas de vos investissements. On a évoqué en amont la partie plutôt d'épargne de précaution, la partie livret A. On a évoqué effectivement l'assurance vie, qui est également un très bon pilier et une très bonne enveloppe fiscale. Et derrière, sur la partie investissement dans l'immobilier, toujours d'avoir cette dichotomie entre la SCPI et la partie crowdfunding immobilier. Et ensuite, encore chercher de la diversification. Alors, quels sont les impacts sur la situation patrimoniale du couple pour la quote-part, en tout cas, du crowdfunding immobilier? C'est vraiment d'aller chercher des revenus complémentaires générés par les rendements qui sont, eux, servis in fine. Et également, d'un point de vue fiscalité, c'est un point fort, en tout cas, de ce placement, c'est de pouvoir investir sur un sous-jacent qui est immobilier, tout en ayant une fiscalité relativement faible, puisque l'investisseur est imposé à la flat tax, à savoir 30% prélevés sur les rendements bruts. Donc, si on prend un peu de recul sur la préconisation qu'on a pu faire avec Dimitri, si on reprend notre exemple, le couple investissant 75 000 euros, à terme, on ressort au bout de 10 ans, sans réinvestissement, effectivement, de la quote-part du crowdfunding immobilier à plus de 138 000 euros de patrimoine, et cela en tout cas d'investissement avec une thématique de diversification. Et ça, c'est le point très important qu'on souhaitait mettre en avant. Sans plus attendre, parce qu'effectivement, l'heure tourne relativement rapidement et on voit différentes questions qui commencent un petit peu à s'amonceler un petit peu dans l'espace questions. N'hésitez pas en tout cas à les poser. Vous avez un onglet questions tout en bas à droite. On en voit assez rapidement. Dimitri, si tu peux peut-être prendre la première question de Pascal. Est-ce que ces investissements sont possibles pour les non-résidents ? Merci Antoine. Alors, tout à fait. Tout le monde peut souscrire à des parts de SCPI, à l'exception d'une seule catégorie de personnes. Ce sont ce qu'on appelle les US personnes, c'est-à-dire des résidents ou des citoyens américains. Mis à part ça, tout le monde peut y souscrire, que vous soyez une femme, un homme, une entreprise, n'importe qui. Tout le monde peut acquérir des parts de SCPI, que ce soit d'ailleurs par le biais du comptant, donc en cash, ou par le biais du crédit. On a une question de Raphaël. Pourquoi est-ce que la rémunération des projets de crowdfunding n'a pas augmenté? Elle était de 10% avec une inflation de 2% il y a un an. Depuis, l'inflation est de 5%, toujours 10% de taux. C'est une question qui revient assez régulièrement, Raphaël. Il faut décorréler l'inflation des taux de rendement qu'on présente en tout cas aux investisseurs, qui sont vraiment deux choses complètement distinctes. À notre niveau Multi, qu'avons-nous mis en place et c'est visible en tout cas sur la plateforme, le premier trimestre 2023, sur tous les projets qu'on a pu auditer et mettre en ligne, le taux moyen proposé aux investisseurs est de 9,3%. Si on fait un recul au premier trimestre 2022, ce taux moyen qui était proposé aux investisseurs en 2022, et lui était plutôt de 8, un peu moins de 8%. Donc petit à petit, on commence à augmenter ces taux, et on le voit, et pour donner un exemple très simple, on a financé un opérateur qui s'appelle Réalité sur une opération dans Paris Intramuros, 100% précommercialisé. Réalité qu'on a accompagné auparavant à 7% annuel sur des financements de projets immobiliers. Et là, cette opportunité a été présentée à nos investisseurs pour un taux à 9,5. Donc voilà, on voit que petit à petit, on commence à augmenter les taux pour refléter finalement la situation qu'on traverse actuellement. Dimitri, petite question de la part de Pascal. Est-ce que ces conseils en investissement sont-ils valables pour des personnes âgées de plus de 67 ans ?
Alors, question très, très pertinente de Pascal et on vous en remercie. Il n'y a pas d'âge pour investir. Il n'y a pas d'âge. Souvent, un exemple que je prends, c'est que j'ai déjà eu une jeune étudiante qui était en école de vétérinaire, pardon, à Nice, qui avait 17 ans et qui, à l'époque, avait pris contact avec community.com par mon intermédiaire, qui, dès qu'elle a eu 18 ans, avait investi. Et à contrario, on a également, effectivement, des sujets de personnes à des âges un petit peu plus avancés, 67 ans, et je pensais à des âges supérieurs, qui, effectivement, peuvent souscrire à des parts de SCPI. Il y a différentes utilités, si vous voulez, en fait, à faire ça, que ce soit des sujets de transmission, des sujets également de complément de revenus, des sujets de démembrement, c'est-à-dire que vous achetez en fait une part de SCPI et devant notaire, vous cédez la propriété des parts à vos ayants droit et vous conservez ce qu'on appelle l'usufruit, c'est-à-dire en somme les loyers. Bref, vous avez tout un tas de montages possibles. Et encore une fois, d'ailleurs, comme dans le financement participatif, et je pense qu'Antoine ne dirait pas le contraire, il n'y a pas d'âge pour d'investir. Il faut simplement bien comprendre, je dirais, le produit d'investissement et avoir un interlocuteur de qualité pour qu'il puisse apporter toutes les réponses à vos questions. Nous avons une question de Jean-Louis sur l'impact du contexte actuel de l'inflation sur l'immobilier et surtout qu'est-ce qu'il en découle en tout cas sur la partie crowdfunding immobilier. Au niveau d'Homunity, plusieurs choses ont été mises en place. Je vous invite à regarder un webinaire sur notre sélection et notre cellule d'audit présentée par Florian Deguinst et Yann Leblanc, qui reviennent vraiment sur comment est-ce qu'on a adapté notre grille d'audit finalement à ce contexte actuel. Effectivement, on a des opérations immobilières qui vont peut-être prendre un peu plus de temps qu'en 2020-2022. Un contexte global des affaires qui est plus compliqué et ça vient impacter la partie du crowdfunding immobilier. À notre niveau Homunity, qu'avons-nous mis en place? Déjà une sélection d'autant plus draconienne et minutieuse des opérateurs avec lesquels nous travaillons et surtout un ajustement des opérations qu'on présente à nos investisseurs sur la plateforme. Effectivement, on va davantage financer les opérateurs qu'on a déjà accompagnés, qui nous ont déjà remboursés, sur des opérations qui sont sécurisées, que ce soit au niveau de la commercialisation, puisqu'on peut vendre, et ça c'est une porte de sortie qui est vraiment importante pour les opérateurs immobiliers à date, à savoir la vente en bloc auprès d'un acteur du logement social, auprès d'un investisseur institutionnel, et finalement sortir de la vente au détail, puisqu'effectivement, certains ménages rencontrent des difficultés, en tout cas pour s'endetter. Donc, le crowdfunding immobilier ne devient pas hasardeux. On fait preuve, en tout cas en interne, les équipes font preuve davantage de sélection pour présenter en tout cas ces opportunités. Et je vous invite vraiment à regarder ce webinaire sur la sélection et les critères d'audit mis en avant par Homunity. Dimitri, nous avons la question de Jean-Marc. Comment sort-on des SCPI ? Alors, c'est très simple. Sortir d'une SCPI, c'est simplement adresser, et d'ailleurs, nous pouvons le faire aussi, ce qu'on appelle un ordre de rachat. C'est assez simple. C'est une page format A4. Je sous-signé, monsieur Jean-Marc, avec votre nom de famille, souhaite procéder au rachat des X parts détenues sur telle SCPI. Merci de virer les fonds sur le RIB adressé en pièce jointe avec votre pièce d'identité et vous récupérez vos fonds dans un délai de 1 à 2 mois en moyenne. Je tiens, dans un souci de conseil efficace, à rappeler que la liquidité ne vous est pas due. Ça, c'est effectivement un sujet de risque théorique. Dans la pratique, on a un taux de rotation des parts de 1,5%, c'est-à-dire que ce que ça traduit que pour 100 acheteurs de parts de SCPI, en moyenne, 1,5 personnes, c'est-à-dire, on va dire 2 personnes, revendent leurs parts au même moment. C'est-à-dire qu'en fait, la liquidité, au niveau de la théorie, ne vous est pas due, Jean-Marc. Néanmoins, dans la pratique, elle est assurée. Mais encore une fois, la liquidité ne vous est pas due, je tiens à le dire une deuxième fois. On peut prendre une dernière question pour toi, Dimitri, encore sur la partie SCPI. Raphaël qui nous pose la question suivante. Quel est l'intérêt d'un achat de parts démembrées en nue propriété? Vaste sujet. J'aurais envie de vous dire, écrivez-nous pour qu'on prenne rendez-vous. On aura le temps de creuser ce sujet. Plus sérieusement, non, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais l'intérêt du démembrement, en fait, c'est, du coup, pour la minute qui nous reste, c'est de pouvoir acheter, si vous voulez, un prix de part à une valeur inférieure à ce qu'elle vaut réellement. L'objectif étant qu'à l'issue du démembrement, c'est-à-dire à l'issue pendant laquelle cette période, vous ne touchez pas de loyer, vous récupériez la partie non achetée.
Et en fait, à ce moment-là, donc, par exemple, à l'issue des 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, qui est figé contractuellement, vous avez deux options. Soit procéder à la vente des parts et récupérer la plus-value générée, ou alors rentrer ce qu'on appelle, monsieur, en jouissance de vos parts et de commencer à toucher des revenus complémentaires qui mécaniquement vont être proportionnels à la décote dont vous aurez bénéficié à la souscription sur le prix d'achat de la part. Voilà. Mais c'est un sujet assez technique et Antoine a eu le bon réflexe, si je peux me permettre, de parler d'un ancien webinar. Je vais donc en faire de même. Le dernier ou l'avant-dernier webinar d'ailleurs que j'avais co-animé à l'époque portait sur la question du démembrement et vous pouvez le retrouver sur YouTube en tapant Homunity SCPI. Il y a quelques webinars, bon, il n'y en a pas non plus pour le moment une centaine, donc vous le retrouverez assez facilement et je pense que ça vous apportera beaucoup de questions. Le plus simple étant quand même de nous contacter directement pour qu'on puisse échanger à ce sujet. Merci Dimitri. Petit mot de la fin. Tout d'abord, merci à toutes et à tous. Nous finissons ce webinaire. Nous sommes 200 personnes actuellement en ligne connectées pour échanger sur l'épargne en temps d'inflation. Avec Dimitri, c'était un réel plaisir d'échanger avec vous, de pouvoir répondre effectivement à vos différentes questions. Merci pour votre participation. N'hésitez pas à contacter nos conseillers pour la partie SCPI à l'adresse pierre@homunitypatrimoine.fr et pour la partie crowdfunding immobilier à l'adresse mail paul@homunity.fr. On vous souhaite une excellente soirée et on vous dit à très vite. Très belle soirée. À bientôt. Au revoir.